Nous sommes en direct sur la page Facebook de Réalité Animale. C'est François Sellier qui vous parle. Je suis l'éditeur du portail Réalité Animale. Aujourd'hui, il est question de la zoothérapie et du coronavirus. Mais oui, on est encore dans le coronavirus. Ça a l'air de rien, même si ça semble être psychologiquement derrière nous. C'est loin d'être le cas. Le coronavirus sévit encore. Il faut être prudent. D'ailleurs, les zoothérapeutes, c'est à se demander s'ils sont en voie d'extinction actuellement parce qu'ils n'ont accès à peu près à rien. Vous savez, la distanciation sociale demeure. Donc, c'est de ça dont on va parler. Il n'y a pas si longtemps encore, on se demandait si les zoothérapeutes n'allaient pas disparaître du paysage québécois en raison de la COVID-19. Mais voilà qu'une lueur d'espoir réapparaît car le gouvernement du Québec vient d'annoncer une nouvelle réjouissante pour ceux qui s'adonnent à cette activité. En fait, le journal La Presse nous annonçait aujourd'hui même que le gouvernement a donné le feu vert pour une reprise des sorties et des visites en résidence pour personnes âgées, ainsi que les ressources intermédiaires. Le plan de déconfinement, à l'instar de celui touchant les CHSLD, a été présenté jeudi aux dirigeants du réseau de la santé. Et là, ce que je vais vous dire concerne les zoothérapeutes. Pour l'accueil du personnel soignant comme les dentistes, du personnel embauché par les familles et les bénévoles, c'est aussi oui, mais à compter du 26 juin seulement et uniquement dans les RPA, 100 cas de COVID-19. Alors, évidemment, pas le 26 juin que les zoothérapeutes vont pouvoir entrer en CHSLD, on se comprend. On parle des proches pour commencer, mais il y a une ouverture, donc il y a espoir. Alors donc, la zoothérapie, qui est en mode survie comme dans bien des professions, va peut-être reprendre du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Donc, les zoothérapeutes peuvent donc se réjouir de la nouvelle, mais rien n'est encore acquis, car tout peut s'écrouler de nouveau advenant une deuxième vague de coronavirus que tout le monde appréhende et redoute. Bon, il ne faut pas être un prophète de malheur ni un oiseau de malheur, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je vous présente mes deux invités. Sylvie Lamoureux, zoothérapeute certifiée. Bonjour Sylvie, bonsoir. Bonjour François. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Anne-Marie Trépanier, également zoothérapeute certifiée. Alors, avant de commencer, je voulais quand même vous dire, mesdames, messieurs, que vous pouvez aller sur le site Réalité Animale, le portail. On va recommencer le partage et là, on va l'avoir. Alors, vous allez sur le portail Réalité Animale. Sylvie Lamoureux a signé plusieurs chroniques. Vous pouvez les consulter en allant dans l'onglet Nouvelles. Notamment, on a ici une excellente chronique de la petite Élie qui n'est plus la même grâce à la zoothérapie. Et il y en a également d'autres qui sont vraiment intéressantes. Mes chiens sont mon porte-voix en zoothérapie. Alors, ces chroniques sont très instructives car elles nous apprennent, elles nous révèlent des choses que plusieurs personnes ne soupçonnent pas en ce qui a trait à la zoothérapie parce que il y a encore une image folklorique qui circule à propos de cette, comment on pourrait dire, cette profession. Mais ici, avec moi, j'ai deux personnes qui font ça sérieusement, ce qu'on appelle s'amuser sérieusement, parce qu'en fait, la zoothérapie, c'est amusant, mais on le fait sérieusement. Première chose, comment se portent les zoothérapeutes certifiés chez nous au regard de la COVID-19? Sylvie Lamoureux. Eh mon Dieu, je vous dirais à tous que je commence à peine à sécher mes larmes parce que je m'ennuie énormément de mes petits protégés. Ça a été très, très difficile quand je me suis rendu compte, surtout la zoothérapie chez le dentiste, qu'on serait obligé de mettre un gros holà là-dessus parce que je ne sais pas si les gens ont eu la chance d'aller chez le dentiste dernièrement, mais on a plus l'impression à faire avec des astronautes comme intervenants en milieu dentaire que des hygiénistes et des dentistes parce qu'ils ont des équipements de protection individuelle incroyables. Et lors des dentistes, ont obligé les dentistes de recevoir les clients un seul client par salle avec un seul intervenant. Alors, ça laisse comme de côté la zoothérapeute et le chien, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de contraintes en ce moment dans le domaine dentaire que je ne sais pas si on va pouvoir reprendre bientôt.
parce que là, comme tu parlais, François, tantôt, il y a un semblant de deuxième vague qui se pointe à l'horizon pour l'automne. Alors, je pense pas que je vais pouvoir recommencer sérieusement dans le milieu dentaire là, à aider. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je pourrais vous en reparler tantôt d'une petite expérience que j'ai eue cette semaine avec des petits patients qui sont venus à la clinique. Et puis, je pense que ça peut être super chouette quand même. Dans les résidences personnes âgées, on n'a pas accès. Dans les centres de répit non plus. Alors, pour le moment, moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à travailler comme zoothérapeute. Ouais. Alors, justement, Sylvie, qui nous parlait de la zoothérapie chez le dentiste, je vous ai montré à l'instant un article, on va y retourner, je pense que ça vaut la peine. C'est un article qui a connu un grand succès sur le portail de réalité animale. La zoothérapie chez le dentiste, une approche novatrice. Alors, on aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission, Sylvie. Je Oui. pense que c'est une percée dans le domaine dentaire et ça vaut la peine. Mm-hmm. On va rediscuter tout à l'heure. Anne-Marie, je pense qu'il est important de démystifier ce qu'est la zoothérapie. Il y a les zoothérapeutes certifiés et il y a les autres. Hein? Quelle est la différence entre les deux, Anne-Marie, si on avait un résumé à faire sur la profession du zoothérapeute certifié? Un très, très court résumé. En fin de compte, on peut nommer la pratique de la zoothérapie. On parle de zoothérapie lorsque la personne qui fait de la zoothérapie est formée en zoothérapie. Ouais. Ça prend une formation pour être zoothérapeute. Mm-hmm. Donc, la distinction entre les deux, c'est vraiment ça la différence. On ne peut pas faire de zoothérapie si on n'est pas formé en zoothérapie. Donc, le terme zoothérapie devrait être accordé seulement aux personnes qui ont été formées en zoothérapie. Oui, parce qu'on dit que la thérapie, ce n'est pas un terme protégé chez les zoothérapeutes, comme par exemple un psychothérapeute, c'est un terme protégé, mais pas la zoothérapie. Non, c'est-à-dire que tout le monde peut se dire zoothérapeute, ouais. Mais pas tout le monde peut se dire psychothérapeute. Oui, effectivement. En fait, la zoothérapie, on se comprend, là, on n'est pas dans le traitement médical, là, on se comprend qu'on va séparer les choses. On est dans le mieux-être d'une clientèle qui, par exemple, peut se trouver, on le disait en début d'émission, en CHSLD, peut se trouver dans des résidences pour aînés, où là, des gens, par exemple, des gens très âgés qui sont en perte cognitive ou en perte d'autonomie, mais retrouvent un certain plaisir à la vue d'un animal avec le zoothérapeute. Et là, c'est justement, c'est là que le zoothérapeute est important, c'est-à-dire, parce que vous me disiez, Anne-Marie, récemment, en pré-entrevue, que, par exemple, une personne atteinte d'Alzheimer se souvient de l'animal avec qui vous étiez, votre partenaire, parce que vous comment on dirait, vous les éduquez à travailler leur mémoire. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ça ressemble pas mal à ça, dans le sens que c'est beaucoup plus la mémoire sensorielle. Donc, c'est sûr qu'à la vue de l'animal, la personne qui aurait la maladie d'Alzheimer va retrouver des souvenirs qu'elle a eu elle-même lorsqu'elle a eu des animaux chez elle ou même avec ses parents. Donc, c'est sûr que le souvenir revient là du plaisir d'être en compagnie de l'animal, mais le visage s'illumine lorsqu'elle voit l'animal. Elle ne se rappelle pas nécessairement toujours de son nom, mais avec certaines personnes d'Alzheimer, au début de la maladie, souvent la personne va nous poser la question « Comment il s'appelle ton chien? » Là, je vais dire « Mon chien s'appelle Talia. » Une minute après, elle va me redemander « Comment il s'appelle déjà ton chien? » Elle s'appelle Talia. Puis après 7 à 8 reprises, ça m'est arrivé d'une personne qui dit « Elle s'appelle Talia, hein, ton chien. » Fait qu'il se passe quelque chose là, au niveau du cerveau de la personne qui fait que tout ce qui est cognitif peut quand même avoir encore leur capacité. Anne-Marie, en fait, j'aimerais que les gens comprennent bien, les auditeurs nous comprennent bien. Un zoothérapeute là, qui s'improvise zoothérapeute, qui a un chien et qui va voir du monde pour les amuser, ou en tout cas, pas nécessairement les amuser, mais leur faire du bien. C'est pas ça que vous faites. Vous faites beaucoup plus que ça. Vous avez notamment une formation
de plus de 500 heures, pendant laquelle, notamment, si j'ai bien compris aussi, vous apprenez le langage canin et félin. En tout cas, on vous apprend des notions à cet égard. Oui. Hein? Oui, en fin de compte, ça se trouve à être une partie, c'est sur le comportement de l'animal. Il faut bien connaître notre animal parce qu'on sait qu'en zoothérapie, il faut créer un cadre sécuritaire où est-ce que les animaux, dans le fond, oui, ça reste un animal, donc on prend toutes les précautions nécessaires pour pas qu'il arrive rien, malgré le choix de notre animal, parce que en plus, c'est un animal qui est sélectionné. On peut pas prendre n'importe quel animal, tandis qu'une personne qui arrive avec son chien, on ne sait pas trop les capacités de cet animal-là, sa réaction. Puis, on s'assure aussi que c'est pas juste l'humain qui va être bien, l'animal aussi doit être bien. On ne doit pas faire des manipulations à l'animal au détriment, c'est-à-dire faire des manipulations au détriment de l'animal. On sait très bien que les chiens détestent se faire donner des câlins. Donc, c'est sûr qu'on notre approche par rapport à ça, on trouve ça bien cute, un enfant, une personne âgée qui prend l'animal par le cou. Mais si on voit chez l'animal qu'il n'est pas bien dans cette situation-là, ben on peut pas permettre ça. Ouais. Tandis qu'il y a quelqu'un qui connaît pas ça, ben il n'interviendra pas de cette façon-là. Oui, effectivement. Sans dire que l'animal est agressif, il faut quand même surveiller ça. Et vous avez, les zoothérapeutes certifiés, des assurances aussi là, pour en cas d'incident ou autre, mais bon, on n'est pas en train de dire que le chien est mort chaque fois, là, c'est loin d'être le cas, c'est rare que ça arrive, mais c'est pour démontrer le sérieux de la chose, le sérieux des personnes qui exercent ce métier de façon sérieuse. Sylvie Lamoureux, justement, parlons de la zoothérapie chez le dentiste parce que ça vaut vraiment la peine. Ça a connu tout un succès quand on l'a annoncé sur Réalité Animale, la zoothérapie chez le dentiste. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller voir sur Réalité Animale, non seulement l'article, mais également dans la section vidéo. Nous avons produit une vidéo en passant, vous pouvez revoir les émissions, les web radios précédentes, mais aussi plus bas, quand on descend, la zoothérapie chez le dentiste, en 5 minutes, vous allez comprendre ce que c'est. Alors, les gens qui ont peur d'aller chez le dentiste, les gens qui ont peur du dentiste, ça s'adresse plus particulièrement à eux. Pourriez-vous nous en parler un peu plus, Sylvie? Oui. Bien, en fait, la zoothérapie chez le dentiste, c'est pour donner un support on voit surtout des enfants en besoins particuliers, là, mais je dis toujours que les enfants, il y a des petits et des grands enfants. Souvent, quand il y a eu une peur du dentiste jeune, ben, on la traîne une bonne partie de notre vie, jusqu'à temps qu'on tombe dans une clinique où il y a une zoothérapeute qui a décidé de se donner comme mandat d'offrir ça aux clients de sa patronne dentiste, parce que je suis issue du domaine dentaire depuis 40 ans, et la zoothérapie, ça a été mon projet de pré-retraite. Alors, ce qui est intéressant avec la zoothérapie chez le dentiste, c'est on a permis, en tout cas au Québec, à 300 enfants les 4 dernières années, de ne pas se ramasser en anesthésie générale parce que on comprend que les enfants à besoins particuliers qui bougent, qui ont peur, bon, si on fait juste penser, par exemple, à un enfant qui a un problème TDAH, qui bouge, qui fait la tranche de bacon sur la chaise du dentiste, c'est quasi impossible à traiter. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont aller chez un pédodontiste et si le pédodontiste ne réussit pas à traiter l'enfant, ben l'enfant va être dirigé en anesthésie générale à l'hôpital. Et quand on pense que c'est pour un nettoyage ou réparer quelques caries, c'est comme non, on va essayer autre chose. Alors souvent, les dentistes autour en tout cas en Montérégie qui nous connaissent, ou certains pédodontistes aussi, vont nous référer les enfants comme dernier recours. Oui. Il y a vraiment des cas lourds de patients qui vraiment, là, juste à l'idée d'aller s'asseoir sur une chaise de dentiste, ça les terrorise. Là. C'est fou, là. Mais on réussit, étant donné que c'est le dernier recours, il y a comme une ouverture qui se fait. Puis là, à ce moment-là, les parents sont prêts à écouter
ce qu'on offre comme proposition et les conseils aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut faire avant d'aller chez le dentiste. Ne serait-ce que se coucher tôt là, la veille de son rendez-vous, pas manger de sucre, parce que le sucre, on le sait que c'est du carburant, plein de trucs comme ça que souvent les gens pensent pas. Alors moi, ce que je fais comme une espèce de préopératoire téléphonique, et puis pour mettre une espèce de zénitude en place. Et quand l'enfant arrive à la clinique, c'est moi qui le reçois avec Colette ou avec Henriette. Puis à ce moment-là, on met en place. Je vérifie en place comment l'enfant réagit. S'il faut, je vais prendre 5-10 minutes, puis on va faire un dessin pour Colette dans la salle d'attente. Et quand c'est prêt, je donne la laisse du chien à l'enfant. Je rappelle que Colette, c'est votre chien de race teckel. Oui, C'est un de vos partenaires en zoothérapie. Et Henriette, c'est un autre, j'imagine, un autre teckel. Henriette, c'était ma recrue du printemps qui avait 4 mois. Colette filait pas un matin. Et puis, j'ai décidé que j'emmenais pas Colette parce que, encore une autre fois, dans le respect de l'animal, on le force pas à faire quelque chose. Colette n'était pas en forme ce matin-là. Alors, j'ai regardé Henriette, puis je dis, bon, ben Henriette, est-ce que tu as le goût de venir travailler avec moi aujourd'hui? Et ça a été absolument extraordinaire. Elle l'a vraiment dans le sang. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est ça, on emmène l'enfant à, comment pourrais-je dire ça? À devenir autonome, parce que quand on lui remet la laisse entre les mains, symboliquement parlant, c'est qu'il accepte le contrat d'aller dans la salle avec le dentiste ou avec l'hygiéniste. Et on y arrive parce qu'on fait toujours plaisir à Colette ou on fait toujours plaisir à Henriette. Alors, c'est quoi ta solution pour faire plaisir à Colette et à Henriette? Puis on y va comme ça. On y va comme ça. On fait de la suggestion. Vous élevez vos propres teckels, parmi lesquels se trouvent des candidats sélectionnés pour faire de la zoothérapie. Oui, ça, c'est une autre côté, beau côté fou de moi-même, là. Moi, je fais jamais rien à moitié. J'ai toujours voulu avoir le loisir et le plaisir de pouvoir, parce qu'on parle d'animal sélectionné. Alors, si je veux le sélectionner, il faut que je le sélectionne au moment précis où il arrive au monde. Alors, moi, ce que je fais quand les bébés arrivent, ben, je travaille beaucoup avec eux dans le sens que je vais les observer énormément, je vais voir leur tempérament, parce au fil du temps, des jours et des semaines, on voit des profils qui se dessinent et qui sont vraiment très ancrés dans ce qu'on cherche d'un animal de sport, là. Alors, d'ailleurs, dans ma dernière portée que j'ai eue en mars, il y en a un particulièrement qui est très intéressant que j'ai offert à une collègue zoothérapeute. Puis, il commence bientôt, il va commencer sa maternelle, il va commencer sa maternelle de chien, là. Hein, on s'entend, hein? Anne-Marie pourra en parler aussi peut-être tantôt. C'est la spécialiste. Et on commence tout doucement à intégrer des nouvelles choses dans leur vie pour voir comment, justement, ils vont réagir. Alors, non, c'est spécial parce que j'ai le bonheur de pouvoir avoir ce privilège-là, de pouvoir sélectionner mon animal directement. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct sur la page Facebook de Réalité Animale avec nos deux invités, Sylvie Lamoureux et Anne-Marie Trépanier, qui sont toutes deux zoothérapeutes certifiés, je le précise. Ça veut dire autre chose que zoothérapeute tout court. Je pense qu'il faut le dire, certifié. Anne-Marie, de quoi on parle quand Sylvie disait maternelle? Oui. Dans le langage canin. Je suis aussi éducatrice canine depuis 10 ans. Donc, la maternelle pour chevaux, avant, ça n'existait pas tant. On commençait à entraîner les chevaux, les chiens à l'obéissance, à l'éducation canine, habituellement dans les alentours de l'âge de 6 mois. Anne-Marie, est-ce que vous pourriez vous rapprocher légèrement pour qu'on vous sente plus près? Puis je pense qu'on va mieux vous entendre aussi. Oui. Comme ça? Oui, merci. Je peux parler plus fort? Ça va. Là, on vous entend mieux, je pense. Allez-y. Donc, je répète, les chiens, on les entraînait à l'âge de 6 mois. Maintenant, on commence à les entraîner à partir de 8-10 semaines. À partir du moment où est-ce qu'ils arrivent dans leur nouvelle famille, on leur laisse le temps de créer un lien d'attachement d'une dizaine de jours avec les propriétaires et ensuite, la maternelle pour chiots peut débuter. Donc, la maternelle pour chiots, c'est vraiment la grosse partie de la maternelle, c'est la socialisation.
Ouais. Donc, le chien qui va être socialisé va être beaucoup plus calme, va être beaucoup plus réceptif aussi à être en contact avec tout son environnement, okay? Autant les humains. Puis là, quand on parle d'humains, on parle de toutes les sortes d'humains, de l'enfant à 4 pattes, de l'enfant de 2 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et ainsi de suite. Des personnes âgées, des personnes de couleur, des personnes qui portent des chapeaux, des personnes qui ont une grosse voix, qui ont une barbe. On les met en contact avec tout ça pour que éventuellement, justement, ce soit facile pour eux de voir tout ça, parce qu'ils vont l'avoir déjà vu. Oui, qu'ils puissent finalement s'adapter à toutes sortes de situations, à tous les types de situations qu'ils pourraient être appelés à vivre pendant leur existence. Hein, c'est un peu ça. Anne-Marie, vous dites que vous planifiez en tant que zoothérapeute certifié, parce que moi-même, j'ai besoin d'en savoir plus, parce que je suis curieux de nature, puis je cherche à comprendre les tenants et aboutissants, tous les détails qui font la différence entre un zoothérapeute et un zoothérapeute certifié, là, un vrai, là, je parle. J'entends. Vous avez des objectifs, vous préparez vos interventions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? OK. Dans la zoothérapie, en fin de compte, il y a un petit peu comme 2 volets. Il y a le volet activité assistée de l'animal et il y a la thérapie assistée de l'animal. Okay? La thérapie assistée de l'animal, c'est vraiment un professionnel qui fait partie d'un ordre professionnel qui va vraiment avoir un plan d'intervention, atteindre des objectifs spécifiques avec une personne, ou ça pourrait être aussi un groupe de 2 ou 3 personnes. Mm-hmm. On peut le voir en milieu carcéral avec des personnes qui sont en prison et qu'on veut développer certaines choses pour éventuellement qu'ils puissent réintégrer la société. Ça pourrait être ça. Chez les enfants aussi, il y a des objectifs vraiment plus spécifiques. C'est vraiment un plan d'intervention. Donc, ça peut être avec un ergothérapeute, un psychothérapeute, une orthophoniste. Okay? C'est tous des professionnels. Donc, eux, ils vont faire de la thérapie assistée de l'animal. Donc, moi, je pourrais me greffer à eux, parce que je ne suis pas un professionnel, mais je pourrais me greffer à eux en étant la zoothérapie, la partie zoothérapie. Et ça, un zoothérapeute qui n'est pas certifié ne pourrait pas s'intégrer à une équipe multidisciplinaire comme ça, là? Je m'excuse. Un zoothérapeute qui n'est pas certifié ne pourrait pas s'intégrer à une équipe multidisciplinaire. Non, il n'y a pas les connaissances. Nous, dans notre formation, on a travaillé avec des plans d'intervention, avec la collecte de données, on a des documents à remplir, tout ça. Moi, je ne suis pas tant dans ce domaine-là. Par contre, je me donne la peine d'offrir, dans mes services, des activités assistées de mes animaux. Ouais. Donc, je vais planifier une activité, mettons, pour justement maintenir, on parle de maintien, je vais maintenir la motricité fine. Mm-hmm. Donc, je vais demander à la personne, du bout des doigts, de rentrer un biscuit dans un jouet pour chien et après, on va le donner à mon chien. Donc, on maintient la motricité de la personne. C'est tout il y a un but à mes interventions. Mm. Donc, quelqu'un qui arrive avec son chien, juste pour le plaisir, oui, ça va faire du bien à la personne. Oui, ça baisse sa tension artérielle. Oui, ça la calme, ça la rend moins stressée. Par contre, des objectifs plus spécifiques, ils sont pas vraiment existants. Puis moi, j'arrive avec mon sac d'intervention plein de matériel. Les gens vont manipuler, puis des fois, l'animal, il est présent, mais des fois, il est juste présent, mais des fois, il participe, donc il va m'assister dans mon activité. Ouais. Sylvie Lamoureux, est-ce qu'on va avoir le privilège de voir Colette apparaître à l'écran? Ou... Oh mon Dieu, non! Elle n'est pas dans les parages? Ben non, Colette, ben non, parce que Colette, depuis qu'elle est confinée, pauvre Colette, ben elle est retournée à sa vie de chien, et puis elle est dans son parc à chiens, puis elle fait des trous, elle creuse, c'est un teckel, hein? Alors, elle vit le bonheur, et puis, mon Dieu, avoir su, j'aurais fait sa toilette aujourd'hui. Ouais, okay. Non. Colette, depuis le mois de mars, elle vit vraiment autre chose. Ouais. Bon, c'est correct. Ben oui, on va se reprendre. C'est très drôle. Dans la pratique de la zoothérapie aussi, vous dites, toutes les deux, Sylvie, vous dites que vous êtes un appui aux aidants naturels. Vous dites également que vous envoyez des rapports d'activité. Pourriez-vous nous en dire plus là-dessus, Sylvie? Oui, ben par exemple, au centre de répit où je vais, c'est des handicapés physiques et mentaux. Alors, le plan d'intervention a été établi
avec la directrice du centre et l'éducatrice qui est en charge du groupe. Alors, c'est sûr que selon chaque individu, il y a des choses particulières à travailler. Alors, on fait comme un dossier sur chaque patient, si je peux appeler ça comme ça, puis on a des objectifs. Alors, régulièrement, à tous les 3 ou 4 mois, je crois, ces résidents-là sont réévalués par des travailleurs sociaux. Et puis, oui, depuis que la zoothérapie est rentrée dans ce centre de répit-là, ils ont vu beaucoup, beaucoup de changements, énormément. Ne serait-ce que sur la bonne humeur des gens qui viennent en zoothérapie. Fait que ça, c'est assez intéressant, c'est assez chouette, comme quoi ça descend énormément la tension et la frustration chez ces gens-là. Et moi, ma clientèle au centre de répit, ça peut aller de 20 ans à 70 ans. Ouais. Et on travaille beaucoup, beaucoup la motricité fine. À chaque fois qu'on travaille avec Colette, on travaille beaucoup, beaucoup la motricité fine. Puis des fois, il y a des activités qu'on fait à l'extérieur aussi, dépendant si la température est belle. Mais c'est super chouette. Et pendant le confinement, il y a eu une demande et puis on a fait, à toutes les semaines, on a fait un Zoom avec les bénéficiaires. On a fait un Zoom parce qu'ils s'ennuyaient de Colette, puis ils voulaient voir Colette. Puis ça a donné aussi que j'avais ma portée de chiots. Alors, j'ai été capable de leur présenter mes chiots à tout et chacun. Et on a nourri une conversation comme ça à chaque semaine parce qu'ils s'ennuyaient. Chacun était comme coincé en confinement dans leur résidence. Et normalement, ils se voient tous les jours. Ils vont au centre de répit à tous les jours. Alors, on a essayé de tenir ça. À toutes les semaines, on avait des ateliers. Bon, qu'est-ce que tu plantes cette semaine? On fait des semis. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle intention que tu as de faire de plantes de tomates, des fleurs? Alors, Colette était intéressée à savoir ça. C'était amusant. Ça aide à garder un certain moral, dans le fond. Ça l'a aidé énormément. Mm. Sylvie, parlez-nous de Rosemée, une expérience que vous avez vécue avec on peut appeler ça une cliente. Oui, Rosemée habite la résidence pour personnes âgées ici, près de chez moi, où je fais de l'intervention, où je faisais de l'intervention parce que là, en ce moment, c'est plus possible. Et Rosemée, quand je suis rentrée au centre un vendredi, l'infirmière en chef est venue me voir, puis elle me dit, écoute, on a une nouvelle résidente, puis ça va pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis Rosemée, à ce moment-là, je pense qu'elle devait avoir 99 ans ou 100 ans. Et puis, elle venait de perdre son mari, qu'elle avait marié sur le tard à 56 ans. Tous les deux étaient c'est vraiment une belle histoire, là. J'espère que vous avez des mouchoirs tous prêts. C'était des célibataires parce qu'ils avaient décidé de s'occuper de leurs vieux parents. Et à 56 ans, ils se sont retrouvés et ont décidé de se marier. Alors, bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, monsieur est décédé et madame a perdu l'amour de sa vie, évidemment. Elle l'avait attendu toute sa vie. Et puis, ça allait pas. Le moral y était pas. Puis, on me demande d'aller la voir. Je dis d'accord, je vais la voir, mais à toutes les fois, elle repoussait le chien. Elle voulait rien savoir de Colette, repoussait le chien. Je dis bon, fait que j'ai décidé de continuer à aller voir les autres résidents, puis à un moment donné, oups, j'échappe Colette. Je fais exprès. OK, on s'entend. Je fais exprès, j'échappe Colette. Et la première chose que je me rends compte, Colette s'en va à ses pieds. Direct à ses pieds. Et subitement, je vois une petite main qui descend le long de la chaise et commence à gratouiller le nez de Colette. C'était ma Rosemée qui avait décidé qu'elle gratouillait le nez de Colette. Je m'en vais récupérer ma chienne, puis je dis « excusez-moi, je l'ai échappée, je suis désolée. » Elle dit « Non, assis-toi, assis-toi. » On a commencé à parler et c'est là que la boîte à souvenirs s'est ouverte. Et c'est là que j'ai eu toutes les confidences de sa vie avec son homme qu'elle avait espéré toute sa vie, puis qu'elle avait marié à 56 ans. J'avais vraiment les larmes qui coulaient. Puis par la suite, à toutes les fois que je retournais, elle avait toujours une petite tranche, elle ouvrait toujours un petit tiroir supplémentaire. Et là, tout d'un coup,
Sa vie a La fontaine s'est ouverte, l'eau a Oui, rejailli et et l'animal aura été le prétexte à cette ouverture qui, exactement, qui n'avait peut-être pas eu lieu depuis des années et c'était des oui, souvenirs enfouis oui. qui ont rejailli. Et, et c'est une très, très belle personne. Puis bon, la dernière fois que je suis allée, c'est avant le confinement, début mars. Puis elle avait au moins 103, là. Je sais pas, elle doit être encore là, j'ai pas de nouvelles, mais elle est toujours aussi pimpante quand elle voyait Colette arriver. C'est ça qui est extraordinaire. Puis elle l'attendait. Les résidents à la maison de personnes âgées attendent Colette. C'est assez spécial. Anne-Marie, elle doit vivre la même chose au Anne-Marie, CHSLD, là. justement, j'allais vous poser la question. Parmi les personnes que vous allez voir pour des raisons en vue d'une approche zoothérapeutique, ça se dit pas, c'est pas un terme qui se dit, mais en vue de faire de la zoothérapie, il y en a qui disent, moi, je veux rien savoir de ton chien, nanana. Finalement, ces personnes qui sont négativement endurcies, finalement, ramollissent et deviennent tout à coup beaucoup plus conciliantes. Et on va de surprise en surprise. Oui, parce que mes animaux, vu qu'ils ils n'ont pas tant été sélectionnés très jeunes, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux à faire toutes sortes de trucs, à leur apprendre toutes sortes de tours et à pratiquer mes activités à la maison pour voir qu'est-ce que ça donnait. Puis, quand l'animal fait des choses drôles, ou quand on arrive puis notre animal est super bien toiletté, puis tout cute, puis quand on lui demande de s'asseoir, il s'assit, puis quand on lui demande de se coucher, il se couche. Là, les personnes, on dirait que waouh, il est donc bien bon ton chien, puis là, on dirait que les personnes, que quand ils font toutes sortes de trucs comme ça, là, c'est plus la même vision qu'ils ont de l'animal. Puis, c'est un peu ça qui crée chez la personne de je veux pas voir ton chien, va-t'en là-bas, puis tout ça, mais à certains moments, parce que on sait que la maladie, de fois en fois, des fois, il oublie, mais une fois, ils peuvent être super intéressés à ce que l'animal va faire aussi. Oui. Est-ce que ça devient un peu un phénomène de spectacle? Il y a un peu de spectacle dans la zoothérapie, sans parler de sensationnalisme. On parle d'une attraction, là. On est en présence d'un animal et l'animal peut susciter toutes sortes de réactions, n'est-ce pas, Anne-Marie? Oui, puis je dirais que, disons que la première chose quand on arrive à un endroit, ben c'est nous, faut pas le prendre personnel, là, parce qu'ils s'occupent pas de nous, hein. Non, c'est ça. Ils s'occupent de l'animal, c'est l'animal qui les intéresse. Oui, puis des fois, des gens ils disent « Oh, excuse-moi, bonjour! » Oui, c'est ça. Au départ, c'est vraiment… Allô, Colette, tu sais. Oui. Là. En fait, l'attention se détourne vers l'animal qui devient une attraction, qui devient une source de spectacle, une source de désennui, une source d'inspiration, quoi. Oui, mais par la suite, ce qui se passe, qui est un peu particulier des fois, c'est qu'une fois qu'ils ont flatté l'animal, qu'ils ont été en contact avec l'animal, là, l'animal est couché à côté d'eux, puis là, c'est plus l'animal, c'est nous là, qui rentrons en compte. Ouais. Donc, l'animal va faciliter l'approche, comme un petit peu Sylvia l'expliquait. Ouais. Elle va ouvrir une porte, une grande porte. Oui, on peut parler de l'animal comme d'un intermédiaire, parce qu'en fait, le contact humain est primordial dans tout ça. Ouais. Il n'y a pas que le contact animal. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de zoothérapie s'il n'y a pas de zoothérapeute. L'animal n'est pas un zoothérapeute. Exactement. L'humain est le zoothérapeute. Il faut faire attention à ça. Oui, c'est ça. Il y a des chiens qui vont avoir des aptitudes. Tu te souviens d'Agathe, Marie? Oui. Agathe avait un sens extraordinaire pour reconnaître la peine chez les gens. Et quand je rentrais, par exemple, comme au centre de répit, puis que j'avais un résident au centre de répit que ça allait vraiment pas le matin, je le savais, Agathe allait s'asseoir devant, et tant et aussi longtemps que j'avais pas réagi à ce qu'elle essayait de me faire comprendre, Agathe ne s'enlevait pas devant l'individu. C'était incroyable. Agathe avait ce sens-là de reconnaître. D'ailleurs, Sylvie, Agathe,
a fait l'objet d'un autre reportage sur Réalité Animale que vous pouvez regarder dans la section vidéo. Vous allez dans la section vidéo ici même et vous descendez pour regarder la vidéo L'autisme et la zoothérapie dans laquelle on voit Agathe. Et Agathe, je pense que ça a été une belle complice pour vous, Sylvie. Hein? Ah oui, c'est extraordinaire. Agathe, quand j'allais au centre pour personnes âgées, au tout début que j'ai eu Colette, j'emmenais les deux. J'emmenais les deux. Et Agathe, souvent, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'installait au milieu de la place, puis elle dormait, là, mais d'un œil, là. Puis je faisais le tour avec Colette. Mais ce qui était fascinant, c'est que Agathe allait voir les résidents et je me suis rendu compte, elle faisait des choses particulières avec certains résidents. Elle faisait vraiment comme une mise en scène. Quand je prenais la peine de l'observer, je me suis dit, gardons, elle agit comme ça avec lui, puis elle agit comme ça avec elle. Mais Colette, par la suite, quand elle est venue avec moi seule à la résidence, parce que pauvre Agathe, elle nous a quittés, je me suis rendu compte que Colette refaisait la même chose que Agathe faisait avec certains individus. En fait, c'était du mimétisme. Colette avait appris ça d'Agathe. Ah oui, elle avait observé Agathe. Oui, il y a des chiens oui, il y a des chiens qui ont des aptitudes envers l'humain et c'est pour ça qu'on les sélectionne. Ouais. Anne-Marie, parlez-nous de l'importance pour le zoothérapeute d'être avec le bon chien. On parle d'un chien sélectionné, mais plus encore, il faut que le courant passe vraiment entre les deux. Oui. Excellente question, M. François. Ah oui, c'est vraiment une complicité incroyable entre l'animal. C'est parce que le chien doit nous faire confiance aussi. Là. Ouais. Si mon chien ne me fait pas confiance, moi, ma façon d'intervenir auprès de mon chien, je pense que ça joue beaucoup aussi sur ses aptitudes. Puis mes chats aussi. Mes chats ont besoin de me faire confiance. Puis j'ai une complicité avec mes chats aussi parce qu'ils m'écoutent, ils sont alertes, je les comprends puis ils me comprennent aussi. Là. Fait que vraiment la complicité et la connaissance de notre animal, à savoir qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qu'il aime se faire faire, qu'est-ce qu'il aime pas se faire faire. Ensuite de ça, c'est pour ça qu'on va les sélectionner pour certaines activités. Je vais pas amener mon chien, je vais amener mes chats. Exactement. Fait qu'on y va vraiment avec ça, puis parce que donc, on les connaît petits. Vous avez également des chats comme partenaires en tant que zoothérapeute, hein? Oui, on en retrouve un peu moins parce que le chat n'aime pas être changé de son environnement habituellement. Mais moi, je suis allée me chercher justement une race que j'ai connue par l'entremise d'une amie. Puis c'est vraiment des chats qui ont fait des gros parties, plein de monde et les chats sont présents. Pouvez-vous nous nommer la race encore? Oui. C'est des Highland Lynx. Comment vous l'appelez? C'est H-I-G. Oui, Highland, oui. Highland Lynx. Voilà. Ici, juste pour que nos auditeurs puissent avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Les caractéristiques de ce chat-là, c'est un chien dans le corps d'un chat. Donc, mes chats, je leur ai montré à faire plein de tours. Là. Puis, vous savez, dans les champs, hein, on peut leur montrer à s'asseoir, à se coucher, à tourner, à donner la patte. C'est sûr que ça reste un animal d'intervention qui est un petit peu plus indépendant, mais moi, mon chat, il fait des choses avec les personnes handicapées qu'il ne fait pas avec les personnes âgées. Donc, c'est une race féline, le Highland Lynx, c'est une race féline qui se prête à la zoothérapie. Oui, à cause du tempérament du chat. C'est un tempérament plus, comment dirais-je, comme vous le disiez tout à l'heure, on parle d'un chat-chien, mais encore, c'est un animal, c'est un félin, c'est une race féline qui a des aptitudes qui se prête à la zoothérapie. C'est un peu ça qu'on peut dire? Oui. Ouais. À cause des comportements qui ressemblent beaucoup aux chiens. Oui, tout à fait. Et Sylvie, vous disiez, pour votre part, que Colette, par exemple, ou Agathe, vous les sentez, ils vous sentent, et nul besoin de parler, le langage corporel fait tout le travail. Oui. Avec Agathe, c'était particulier parce qu'Agathe, je pouvais juste
simplement la regarder du coin de l'œil et je savais qu'est-ce qui se passait. Je savais elle pouvait comme m'annoncer qu'est-ce qui s'en venait. J'étais capable de lire son body language, là. Parce que Ouais. des fois, ça va arriver quand tu es dans des centres de répit. Des fois, il y en a qui vont peut-être comme faire des crises ou de l'anxiété ou des choses comme ça. Fait que, avec Agathe, j'étais capable de le prévoir. Elle le sentait. Hein, les chiens ont cette capacité de faire ça, comme les chats d'ailleurs ont cette capacité-là. Quand on est assez allumé et qu'on connaît suffisamment son animal, on est capable de le décoder. Puis à ce moment-là, on a comme une longueur d'avance sur tous les autres humains dans la pièce. Ouais. On a une longueur d'avance Et sur Sylvie, les intervenants. il y a un certain temps, vous me disiez aussi qu'un jour, pendant une intervention chez le dentiste, Colette vous a Oui, vous oui, a informé en langage corporel qu'il valait mieux arrêter la séance parce que là, ouais, ça s'en allait exactement. dans l'hypocrète, là. Hein? Ouais, c'est ça. C'était une petite jeune fille qui faisait des auras. Les immigrants d'Ara? C'est ça, puis qui faisait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et puis, bon, c'était une petite jeune fille qui ne parlait pas, une autiste, qui avait décidé qu'elle arrêtait de parler, mais il fallait la voir parce qu'elle avait vraiment besoin de soins dentaires. Alors, mais le problème, c'est que quand elle faisait des auras comme ça, ben, elle vomissait. Hmm. Alors, chez le dentiste, c'est pas nécessairement intéressant, surtout quand il faut faire un traitement de canal. Ouais. Ça crée un paquet de problèmes. Donc, on avait réussi à rentrer en contact avec le chien, tout ça, pour qu'elle soit suffisamment confiante pour pouvoir venir s'asseoir sur notre chaise parce que chez le dentiste, ça marchait pas, là, mais pas du tout. Mais on avait réussi à la faire asseoir. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que je regardais ses pieds, puis mon Dieu, je voyais comme cette espèce d'aura-là qui commençait, puis je regarde ses yeux, puis je me fais « Oh mon Dieu, ça s'en vient ». Et j'avertis ma dentiste, puis je dis « On arrête ça tout de suite, on arrête la procédure, tout de suite, on arrête ». Fait que là, je regarde la jeune fille, je dis « Ça va pas, hein? » J'ai dit tu veux prendre une pause? » Elle me fait signe que oui. Je dis « OK, correct, on va prendre une pause. » Mais j'ai dit « Tu vois, à chaque fois que tu vas faire ça, que ben, en fait, que tu vas avoir le besoin de le faire, un arrêt, je vais te permettre de le faire, je vais avertir Dr. Odette, puis on va arrêter. Est-ce que ça te convient? OK. C'est la différence. On prend le temps hein, avec ces enfants-là pour justement qu'ils rentrent en confiance avec nous, pour savoir, enfin, ils vont m'écouter, puis si j'ai besoin d'arrêter, ils vont arrêter. Parce que des fois, chez les dentistes, ils ne se préoccupent pas de ça. Hein. Ouais. Alors, c'est ça. Puis, bon, on repart l'intervention, on repart la procédure, puis à un moment donné, je vois Colette qui commence à trembler des pattes. Je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Et Colette avait perçu avant l'aura de la jeune fille qui était en train de recommencer un autre aura. Elle l'avait senti. Alors, on a arrêté la procédure. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ouais. Assez extraordinaire. Et parmi la clientèle chez le dentiste, certains patients ont le trouble du spectre de l'autisme et des parents vous ont dit, mon Dieu, quel bonheur d'avoir pu faire connaître à ces enfants-là la Oui, zoothérapie chez le dentiste. C'est tellement moins compliqué d'aller chez le dentiste maintenant parce qu'on sait que oui, le trouble du spectre de l'autisme peut être un trouble très lourd, surtout oui. pour les parents. Donc, ça facilite les choses. Ah, mon Dieu, oui. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ça rejaillit sur toute la famille. Ouais. Parce que, tu sais, si l'enfant réussit, réussit à faire son rendez-vous, ben, l'enfant est content, moins nerveux. La maman est contente, le papa est content, puis les frères, les sœurs aussi. Tout le monde vit du bonheur. Mais ce qui est plus fascinant, c'est que cette semaine, j'ai eu 2 enfants qui sont venus chez le dentiste pour des caries, des enfants qu'on voyait en zoothérapie et que c'était vraiment, on va dire du sport. On va dire Oui, du sport. j'imagine. Hein? Et puis, on réussissait, oui, parce que toute l'équipe, mon équipe est extraordinaire. Je dis mon équipe, là, mais on est une équipe très soudée. On a tous appris à comment travailler ensemble. Parce que quand on travaille ensemble en zoothérapie chez le dentiste, il n'y en a pas un qui est plus fin que l'autre. On fait toute partie de l'équipe. Ouais. S'il y en a un qui a l'entrée pour justement gagner un point pour aider l'enfant, ben c'est correct. Mais toujours est-il que ces 2 enfants-là qui sont venus cette semaine, c'est des enfants qu'on a dû aider beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a quelques mois parce que ça fonctionnait pas. Et là, il fallait qu'ils viennent pour réparer des caries cette semaine. Il faut les faire, là. Ça fait mal, là. Mais Ouais. pas de zoothérapie. Pas de zoothérapie. Alors, moi, j'ai donné des rendez-vous la semaine passée et
Puis, j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un cellulaire avec des photos. J'ai travaillé avec mes photos de Colette. J'ai travaillé en disant, OK, tu viens la semaine prochaine, on fait du renforcement positif. Tu viens la semaine prochaine, si tu réussis ton rendez-vous, on fait un selfie pour Colette ou on fait une vidéoconférence, tu choisis avec Colette. Ben, si ils ont fait leur rendez-vous, ils sont sortis du rendez-vous, ils sont venus me voir, j'étais dans mon bureau, ils sont venus me voir en me disant, hey, j'ai réussi, je peux-tu faire mon selfie pour Colette ou je peux-tu faire ma vidéoconférence? Wow! Wow! Ils sont devenus autonomes. Mais j'ai utilisé ça pour pouvoir leur donner la drive pour le faire pour Colette. Ouais. On va utiliser Colette. C'est du renforcement positif. Voilà, et on crée des diversions qui amènent l'enfant à une forme d'apprivoisement et on réussit à atteindre des objectifs. C'est formidable. Faut qu'ils deviennent autonomes. Tout à fait. Sinon, on n'aide pas. Oui, effectivement, pour les aider à devenir autonomes. Anne-Marie, vous m'avez fait sourire hier, pas hier, mais cette semaine, quand vous m'avez dit qu'une personne qui n'avait plus vraiment envie de marcher, une personne d'un certain âge, là, évidemment, et qui marchait avec le vrai terme, j'oublie le vrai terme, la marchette. Déambulateur. Le déambulatoire, voilà, le déambulateur, voilà. Oui. Et cette personne s'est remise à marcher. Racontez-nous ça. Ben, c'est-à-dire que l'ergothérapeute était présente lors de ma visite. Moi, je me promène vraiment dans les chambres. Puis, c'était le temps de faire pratiquer la personne. Et la personne aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon chien. Puis, quand elle a commencé à faire son exercice, ben, c'est sûr que en ayant la laisse, puis Talia qui marchait à côté d'elle, c'est sûr que ça stimule un peu plus, puis ça l'a poussé à avancer plus avec de faire l'exercice juste avec l'ergothérapeute qui stimulait la personne. OK, un petit pas de plus, un petit pas de plus. On n'avait même pas besoin de dire un petit pas de plus. Ça stimulait vraiment là, le fait de marcher avec le chien à côté. Là. Tout ça à la vue de l'animal. Tout ça parce que la personne a vu l'animal et ça a créé en elle une stimulation suffisante pour la faire marcher. Oui. En fait, ils le font pour l'animal. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme, c'est une histoire d'amour in progress, là. C'est comme quelque chose de caché, puis qu'on n'a pas besoin de savoir, nous autres. OK, là. On est juste là on est des témoins de l'histoire d'amour qui est en train de se créer. Tout simplement. Je sais pas si tu penses ça, toi, Anne-Marie, mais. Ben, la notion de plaisir. Oui, mais. Quand la notion de plaisir est là, on dirait qu'on a le goût de faire plus. Oui, c'est ça. Et le simple fait de voir un animal suscite justement ce sentiment de plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, en tout cas, c'est ce que je dis avec mes deux félins. Je les vois et juste à la vue de mes félins, je ressens du plaisir. C'est ça. C'est simplement ça. Hein? C'est au niveau de notre cerveau que ça se passe. C'est tellement simple. Ça stimule une partie de notre cerveau. Vraiment. C'est vraiment scientifique. Oui. Et évidemment, en incluant la contribution du zoothérapeute, on donne une plus-value à l'expérience animale. Oui, c'est sûr. Hein? Parce que subtilement, on peut faire des suggestions. Quand on est en intervention, puis Anne-Marie, elle pourrait sûrement renchérir là-dessus. Quand on est en intervention, on a l'air d'être comme juste là à observer, mais gentiment, on peut inciter des choses gentiment. On peut emmener le chien, comme j'ai fait avec Rosémée, quand j'ai décidé d'échapper Colette. Quelle gaucherie, ciel, que c'est donc pas professionnel. Mais je savais j'étais pas très loin, là, mais je savais très bien qu'en faisant ça, parce que je la voyais faire du coin de l'œil, parce qu'elle m'observait tout le temps, même si elle voulait pas. Fait qu'il faut quand même prendre conscience de l'environnement et dire, bon, ben OK, regarde bien ma belle, je vais en faire une mise en scène, tu vas n'en voir que du feu. Tu vas voir que du feu, mais je vais réussir à te gagner. C'est ça de l'intervention. Oui, puis justement, Sylvie, vous parlez d'intervention. Anne-Marie, on peut même réussir à intéresser une personne à lire. Vous disiez ça également, là. Ouais, en présence de l'animal, la personne se met à lire. Parce que l'animal, il juge pas.
Hein, on sent aucun jugement de la part de l'animal. Alors, c'est motivant pour un enfant qui apprend à lire puis qui a des difficultés à lire, de lui dire justement, regarde, tu vas raconter une petite histoire à mon chien ou à mon chat, puis Ouais. il va t'écouter. Fait que l'enfant, il est motivé à ce moment-là. C'est pas devant un humain. Être devant un animal et être devant un humain, c'est pas pareil. Donc, ça peut être un enfant qui est, par exemple, dyslexique? Ben, c'est-à-dire, c'est pas un événement que moi j'ai vécu, OK? C'est quelqu'un qui allait dans les bibliothèques et qui faisait cette activité-là avec les enfants. OK. Donc, un zoothérapeute qui allait en bibliothèque pour faire lire les gens. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Dans le fond, on est là on est en relation d'aide, on est là pour aider les personnes. On rappelle qu'évidemment, les zoothérapeutes ne sont pas des médecins. On ne parle pas de thérapie de médecine. Là, on est vraiment dans un registre de bien-être animal qu'on prodigue aux personnes. On est dans un peu aussi, ça me rappelle un peu Christine Topper et ses chevaux. On vient aussi, j'imagine, avec la zoothérapie, on réussit aussi peut-être à soigner des blessures de l'âme ou des blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Exactement. On a réussi à aller chercher. Moi, quand je dis que je fais de la zoothérapie, d'abord, je la fais pour moi. Je suis désolée. Je suis très, très égoïste, là, mais je le fais pour moi parce que j'adore être en lien avec l'humain, avec l'animal et en étant aussi dans cette espèce d'acte d'amour-là. Parce que c'est de l'amour là, qu'on donne. Là. Parce que le zoothérapeute, lui-même se nourrit de ce qu'il donne aux autres, à travers l'animal et à travers lui-même. Hein? Et de là, la question, est-ce qu'on va pouvoir encore vivre de cet amour-là? À cause du coronavirus? Oui. Parce que là, c'est vraiment l'arrêt complet pour les zoothérapeutes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut penser à des zoothérapies virtuelles? Ben oui, parce qu'on en a fait, là, avec mon centre de répit ici, là, dans mon coin. On en a fait. Ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Mais moi, je pense sérieusement, il va falloir qu'on ait un plan B. Il va falloir vraiment qu'on ait... Moi, je pense que les zoothérapeutes qui vont travailler comme en équithérapie, par exemple, peut-être que ça va être plus facile pour eux. Comme avec Caroline Cahouette, par exemple, qui a passé en web radio il y a quelques semaines. Oui, ça va être possible pour elle parce qu'il y a quand même une certaine distanciation qu'il faut qu'elle respecte avec l'animal. Alors ça va fonctionner. Mais nous, qui travaillons avec des gens en milieu hospitalier, en centre de répit, ou moi chez le dentiste où j'ai une promiscuité, il faut vraiment que je sois prêt. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on parle au docteur Arruda. Tiens, Anne-Marie, on va l'inviter à aller prendre un café puis une pâtisserie. J'ai son numéro de téléphone, je vais vous le donner après l'émission pour pas le donner. Une pâtisserie portugaise, là, on pourrait peut-être faire ça puis s'asseoir avec lui. Ça serait une bonne idée. Une web radio, Monsieur Sellier, avec Dr Arruda. Ah, c'est une très bonne idée. Je vais l'appeler, son numéro personnel et je suis sûr qu'il va me dire oui. Oui. De participer à cette émission une web radio de réalité animale. Bon, le coronavirus, évidemment, c'est une entrave aux activités des zoothérapeutes que vous êtes. Mais quand je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'une zoothérapie virtuelle est dans le domaine du possible? Certainement. Moi, je pense qu'on va être obligé de se surpasser. On va être obligé de se dépoussiérer un peu, là, puis de trouver des solutions. Bon, moi, j'ai tourné ça de tous les bords, tous les côtés, puis je me dis, tout se peut. Parce que déjà, en zoothérapie, en intervention, puis Anne-Marie peut le dire aussi, des fois, on est jeté à terre par ce qu'on voit, par les choses qui arrivent. Ouais. Alors, il faut pas se dire qu'on peut pas y arriver. Voilà. On va y arriver. Il faut juste trouver une solution, puis on va la travailler. Parce que j'ai regardé le Highland Lynx passer derrière Anne-Marie 2 fois pendant la web radio. Et juste de le voir, même virtuellement, c'est un plaisir. On ressent un plaisir. Alors, je me dis, est-ce qu'une interaction... Enfin, ce sont des choses, des pistes à explorer. Il faut voir jusqu'où ça peut se faire parce que ça ne remplace pas le contact en personne, évidemment. Non, ça, c'est sûr. C'est temporaire. Assez limite, hein? C'est temporaire, de toute façon. Anne-Marie, qu'est-ce que vous en...
Qu'est-ce que Oui, vous en dites? Talia, Talia, mon chien, est en train de répondre à la question. Je ne l'ai pas entendu aboyer, mais il a Oui, aboyé. elle nous parle. Oui, oui, Je pense que comme dans tous les domaines, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup de créativité, puis oui, essayer de trouver une façon de faire. Parce que la zoothérapie, ça peut pas disparaître. Ça existe depuis trop longtemps. Ça a tout un historique, la zoothérapie. Hein? Ça fait des milliers d'années, en tout cas des centaines d'années que ça existe. Fait que c'est sûr qu'il va falloir continuer en attendant que tout ça se règle. Donc, c'est ça, de façon virtuelle, comme Sylvie elle disait, oui, il y a des choses qui sont possibles de faire. Moi, je me disais peut-être, ça va être de modifier peut-être un petit peu ma clientèle parce que c'est principalement des gens en CHSLD. Mais j'ai déjà eu un appel du CHSLD de Chambly, là, le Manoir Soleil. Ils n'ont pas eu aucun cas. Et le gouvernement disait que les CHSLD qui n'ont pas de cas, qui n'ont pas eu de cas, vont pouvoir avoir des visiteurs. Est-ce que moi, je vais faire partie de ces visiteurs-là? Et là, on a tout un protocole de désinfection, de changer les vêtements, de nettoyer, c'est tout ça. Là, oui, parce qu'il doit y avoir des gens qui s'ennuient de vous, hein, en CHSLD. Ouais. Vous devez en avoir des échos, des gens qui vous appellent ou des personnes, des proches de ces gens qui vous appellent. Ben là, je pense qu'ils sont tellement débordés. Ils sont tellement débordés par tout ça. Ben, j'ai le CHSLD que je parle, que oui, on est resté en contact. Est-ce que les résidents ont parlé de Rose? Parce que c'est mon animal principal là, qui m'accompagne dans cette résidence. Rose, c'est un chien? Oui. C'est un chien de quelle race? C'est un montagne des Pyrénées qui appartient à la propriétaire du manoir. Donc, montagne des Pyrénées. OK. L'approche. Parce que moi, Rose, je l'ai connue, j'ai fait de la maternelle, je lui ai fait la maternelle pour chiot. J'ai fait le cours de base. Puis, Rose, en fin de compte, c'est le chien du manoir. Donc, elle est dans le bureau de la directrice. Puis moi, je passe la chercher 2 fois par semaine quand c'était le temps. Donc, 2 fois par semaine, je passais la chercher. Puis, on allait visiter les personnes en faisant des activités avec elle. C'est quand même un chien d'une grande taille, hein? C'est un chien... Oui. C'est pas petit, hein? Non. Quand il faut laver ça, là, ça prend plus que 3 heures. C'est un chien, j'imagine que c'est un chien qui a la douceur, par exemple, d'un Golden Retriever ou ce genre d'animal. Oui, vraiment. Le caractère de ce chien-là, c'est ça. Elle est très, très douce et très sensible. C'est sûr qu'avec Rose, il faut faire attention à Rose. Parce que les résidents, il n'y a pas de problème. Mais Rose, elle a une approche. Après 2-3 fois, elle va aller se coller sur la personne, elle va se laisser manipuler, elle va avoir un contact. Elle le fait pas facilement, mais avec moi, souvent, les gens, ils sont pas tant je veux toucher à l'animal. Ils me posent beaucoup, beaucoup de questions. C'est quoi ta sorte de chien? Comment il s'appelle? Quel âge elle a? Ça amène des discussions. Là. Ouais. Il y a un intérêt périphérique, si on veut, des discussions périphériques toujours, mais dont le sujet est l'animal. Et éventuellement, l'échange se transporte ou se transpose chez l'humain que vous êtes. Et là, on peut vraiment ouvrir des portes à ce moment-là. Ouais. Hein? C'est pour ça que là, j'ai eu un appel, un message qui disait « Hey, as-tu entendu les nouvelles? Tu vas pouvoir revenir. » Fait qu'on voit que ça manque, là. La zoothérapie. En tout cas, on vous souhaite un prompt rétablissement, j'allais dire. Quelle blague. On vous souhaite d'avoir arrêté de pleurer, c'est ça? On vous souhaite de pouvoir retourner le plus vite possible parce que non seulement ça vous manque en tant que zoothérapeute d'exercer l'activité, mais des gens, vous manquez à beaucoup de gens aussi. Puis je pense qu'il faut le dire. Et en plus, ça manque à nos animaux. Ça manque aussi aux animaux. Oh oui. Ça manque aussi aux animaux. Vous le sentez? Vous le constatez? Oui, vraiment? Oui. Quand on part travailler le matin puis qu'on n'emmène pas le pitou avec nous, là, parce que c'est vrai que l'animal aussi a sa routine dans la zoothérapie. Il s'attend à ça, puis ça l'occupe, ça le tient occupé, n'est-ce pas? Exact.
Mais en plus, ça lui apporte à lui aussi. Oui, c'est tout ça, à fait. exactement. Une formule gagnante parce que ça apporte à tout le monde. C'est win-win C'est situation. win-win-win. Quand c'est 2, 3, c'est win-win-win. C'est En tout cas, win-win-win. c'est tout le temps qu'on avait. Mais Hey, c'est triste. Tu avais dit 1 heure, ça fait juste 5 minutes. c'est la preuve qu'on a eu beaucoup de Oui, plaisir. C'est la preuve que c'est très intéressant. Faut On va avoir récidiver. l'occasion de reprendre ça. Vous étiez en direct sur la page Facebook de Réalité Animale. C'est François Sellier qui vous parle. Je suis l'éditeur du portail Réalité Animale. J'étais en compagnie de Sylvie Lamoureux, zoothérapeute certifiée, et Anne-Marie Trépanier, zoothérapeute certifiée également. Eh bien, merci infiniment d'avoir été là, mesdames, et on se reprend très bientôt. Et vous pourrez revoir cette émission en rediffusion. Je vous le remontre. Vous allez dans la section de Réalité Animale. Vous allez dans la section vidéo. En haut, vous cliquez et vous pourrez voir en rediffusion les émissions précédentes. Il y en a sur les chevaux, il y en a eu d'autres sur la zoothérapie avec justement Sylvie Lamoureux notamment. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Je vous reviens avec une autre web radio. Portez-vous bien. Merci. À bientôt. Bon été. Bon été. Bon déconfinement. Bye.